Au menu du décryptage, je vous le disais depuis le début de l'émission, qu'il sera question ce matin des réformes budgétaires au Bénin et que nous tenterons d'analyser les prévisions budgétaires exercice 2019 dans certains ministères et institutions, et pas avant justement de tenter de faire une brève historique des réformes budgétaires et à travers justement des cas de prévision budgétaire basés sur la gestion prévision budgétaire exercice 2019. Et oui, inutile de vous dire que vous avez suivi chez nous comme ailleurs la présentation des budgets des différents ministères et institutions devant la représentation nationale, maintenant et après. Après cette présentation des différents cadres, des différentes autorités ministérielles, que font les députés avant d'aboutir justement à la validation au vote, si vous le voulez, au vote du budget exercice gestion 2019. Alors, pour faire l'exercice avec nous ce matin, je l'ai dit, Casimir Pédior devrait y être, mais il n'a pas pu, il s'est désisté à la dernière minute. Nous avons dû faire appel à Stéphane Toura pour le suppléer. Merci, il est bien au rendez-vous. Bonjour à vous Stéphane Toura et merci d'avoir fait diligence. Bonjour Loris, bonjour amis auditeurs et auditrices de la Diaspora FM. Même si nous avons perturbé sensiblement votre programme de la journée. Bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. François Couton aussi, oui, François Couton aussi est là. Bonjour Monsieur Couton. Bonjour. Et merci de votre disponibilité. Merci à vous aussi. Je l'ai dit, nous ferons avec vous un exercice tout à fait spécial. Nous remonterons à l'histoire des réformes budgétaires au Bénin et après maintenant nous allons nous intéresser au cas que j'évoquais tantôt, non seulement à la présentation, pas dans tout le ministère. Le nombre de minutes imparti à cette tribune ne suffira pas sûrement. Nous allons prendre le cas de quelques ministères seulement et de quelques institutions. Alors, que retenir, François Couton, de l'histoire des réformes budgétaires au Bénin? Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier pour ce type d'émission. Les informations sur la gestion budgétaire sont des informations vraiment rares par le passé. Donc la télévision Eden TV et Diaspora FM sont vraiment à féliciter et à remercier. Merci. Pour cet appui important qui est très utile, je crois, pour la population et ceux qui s'impliquent notamment dans les questions budgétaires dans notre pays. Bon, il faut commencer à dire que les réformes budgétaires sont permanentes et ce sont des réformes qui s'opèrent souvent d'année en année. Mais il y a un repère dans notre pays qui a démarré depuis 2002, pratiquement. C'est l'expérience des budgets programmes et de la gestion assise sur les résultats qui a démarré à partir, n'est-ce pas, du ministère de la Santé et du ministère de l'Agriculture et à peu près s'est généralisé il y a 5 ans à tous les ministères, n'est-ce pas, du pays. Donc, cette réforme consistait à remplacer le budget dit budget classique, c'est-à-dire l'ancienne pratique qui consiste à octroyer aux ministères et aux institutions de l'État des ressources budgétaires et au cours de l'année, ils essaient de faire ce qu'ils pouvaient faire avec. Un changement capital est intervenu depuis pratiquement 20 ans ou 18 ans, mais la réforme piétine. Oui, mais qu'est-ce qui distingue le budget programme des anciens budgets, les budgets classiques? Oui. Le budget classique, c'est juste une prévision budgétaire qui se fait, bien évidemment, à partir du cadrage macroéconomique. C'est au niveau surtout de l'exécution qu'il y a de changements. Oui. Il y a des changements parce que par le passé, ce ne sont pas forcément les programmes et les projets qui étaient financés par le budget. Non. On met de l'argent à votre disposition. Vous essayez de faire ce que vous pouvez faire avec et à la fin de l'année, vous rendez compte. Le changement intervenu, c'est que il a été décidé à partir des expériences des Occidentaux, notamment les anglo-saxons, que les Européens, les Français, eux aussi, ont pratiqué par la suite,
qu'il fallait passer, n'est-ce pas, de ces budgets de moyens au budget dit de performance. C'est-à-dire, on établit désormais une vision, on établit, n'est-ce pas, désormais des programmes et projets de développement avec des indicateurs de performance à l'appui, ce qui fait que on sait à peu près ce pourquoi l'argent sera destiné lorsque le budget sera mis à disposition. En fait, ce changement a entraîné un bouleversement organisationnel au niveau des ministères et donc avec des cellules de suivi et d'évaluation des budgets programmes qui ont été mis en place. C'est une fonction que j'ai exercée pendant longtemps et avec des nominations des coordonnateurs de projets et programmes et avec une revalorisation des fonctions des directions de la programmation et de la prospective. Le ministère des Finances et de l'Économie aussi avait subi de profonds changements à l'époque, mais avouons-le, cette réforme capitale qui devait normalement provoquer le développement global, n'est-ce pas, du pays, n'a pas atteint ses objectifs. Ouais, donc, il faut le reconnaître. Donc l'expérience n'a pas été réluisante. Non, ça n'a pas été résultant. À un moment donné, ça s'est bloqué, ça a piétiné et de nouvelles réformes s'annoncent encore déjà. Déjà, est-ce qu'il faille revenir au budget classique ou trouver des solutions pour corriger ou améliorer le budget programme ou le budget programme? Il faille carrément... il faut jamais revenir au budget classique. Ah oui. Oui, il faut améliorer et ce qui se fait déjà. On va y revenir dessus tout en essayant d'appliquer les dispositions de la loi organique portant loi de finances en République du Bénin. Ouais. Stéphane Toha, de l'histoire des réformes budgétaires au pays. Par rapport à l'histoire, je vais mieux rappeler cette histoire-là que M. Couton, il a vécu, oui. Il en a... et il a pratiqué. Il en a franchement pratiqué. Donc sa restitution est beaucoup plus pratique et pédagogique que l'analyse de quelqu'un de l'externe. Oui, mais c'est important cette lecture. Oui, mais... Et il faudrait dire que entre-temps, depuis, disons, entre 90 à 2000, entre 90 et 2000, le budget était un budget fourre-tout, ce que les gens appellent budget classique. Et chaque institution, chaque organe gouvernemental essaie de puiser le plus dans ce budget-là. Donc il arrivait que, bon, d'autres manquent profondément de ressources pour pouvoir exécuter ce pourquoi ils sont là. Au moment où d'autres en disposent. Oui, peut-être chacun y va selon, chacun est pressé de consommer et la manne qui est proposée. Et ça, la non-atteinte des objectifs d'année en année a fait que les gens sont amenés un peu de réforme dans ce secteur-là, et cela à partir de 2002. Et les budgets classiques sont parvenus au budget programme, c'est-à-dire chaque structure, chaque institution essaie d'évaluer ses besoins par rapport à l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Maintenant, au budget programme, disons, l'exécution aussi piétine, puisque est-ce que les programmes de ces institutions, de ces ministères-là, ne sont pas aussi coordonnés? C'est-à-dire que ça n'entre pas dans le programme général, puisque généralement, les gens n'ont pas, comme nous avons commencé par pratiquer depuis, disons, depuis 2008, les gens n'ont pas de programme annuel. Donc, même par rapport au budget programme, ce n'est pas aussi coordonné. Et ce qui fait que, bon, on ressent toujours l'échec. Et le système aussi mis en place pour l'exécution du budget, de ces budgets programmes-là, c'est un système un peu caduque où il y a toujours l'homme qui se met en barrage par rapport à l'exécution. Donc, c'est par rapport à la tête que, disons, les dossiers ont évolué. Vient alors
la réorganisation par la loi le projet de loi organique de 2013 qui véritablement a relancé une nouvelle ère d'élaboration et d'organisation des budgets dans notre République. Ce que les gens ont essayé de 2013 à 2016, puisque à partir de 2016, il y a véritablement une réforme profonde qui, franchement, en exécution, essaie parfois de mettre les ressources, des ressources aux actions précises et les contrôles suivent. Donc, cette réforme, bien qu'informelle, puisque ce n'est que sur la base de la loi organique de 2013 que tout fonctionne. Donc, je crois bien qu'il a envisagé un truc pour pouvoir mieux documenter, structurer la réforme budgétaire en cours. Mais l'exécution, franchement, actuellement, c'est qu'il y a véritablement de traçabilité. Il y a ce pourquoi il y a véritablement de traçabilité parce qu'on sait un franc mis quelque part là, on sait où ça c'est allé et quel objectif et ça procure à toute la population. Donc nous sommes dans cette ère-là. François Couton, et si on revenait à ces 10 dernières années, que peut-on retenir comme réforme budgétaire sur la décennie? Non, sur la décennie, c'est l'application des budgets programmes et avec qui a été généralisé à tous les ministères parce qu'au départ, il y a eu 5 ministères pilotes. Ensuite, ça a été généralisé à tous les ministères. Et donc, vous devriez apprendre que tous les ministères élaborent désormais des budgets programmes. Ils font des rapports de performance et ils font aussi des monitorings, ce que nous appelons des revues périodiques. Ce qui a aussi changé par rapport au budget classique, c'est l'élaboration des cadres sectoriels de prévision budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire on essaie, n'est-ce pas, d'anticiper pour voir d'ici 3 ans quelles seront les ressources possibles, n'est-ce pas, du pays. C'est le ministère des Finances qui fait ça avec la Direction générale des affaires économiques. Et ensuite, on essaie de voir selon les priorités du gouvernement, les secteurs, on leur annonce une enveloppe financière. Eux aussi élaborent ce qu'on appelle le cadre sectoriel de prévision budgétaire à moyen terme, les CDSMT, qui, à partir de leurs programmes et leurs projets, voient également à ces niveaux les priorités auxquelles il faut affecter les ressources. Et après, normalement, la mise en place des ressources et l'exécution démarre. Il y a les structures chargées de suivi et de l'évaluation qui font le suivi et l'évaluation à tout moment. Les rapports. Le plan structurel et organisationnel. Oui, sur le plan structurel et organisationnel. Donc, et là, le suivi et l'évaluation permet de générer des informations. Ces informations-là, normalement, sont utilisées par les services, n'est-ce pas, de contrôle pour voir si l'exécution est en train de suivre la prévision. Et normalement, les sanctions devraient suivre automatiquement dans une gestion véritablement axée sur les résultats. Oui. Ah oui, de grosses innovations quand même. Oui, de grosses innovations. Mais est-ce que tout cela suit? Est-ce qu'il y a un suivi? C'est vrai, il y a cette volonté, comme vous l'avez dit, c'est prévu. Oui, c'est prévu. Mais est-ce qu'il y a un dispositif pour suivre l'applicabilité? Oui, il y avait des dispositifs qui suivent pour suivre l'applicabilité, mais ces dispositifs n'ont véritablement pas marché. Il avait été créé au ministère de l'économie et des finances la CPRB, c'est cellule, n'est-ce pas, de pilotage de la réforme budgétaire qui devait être le maître d'orchestre au plan national pour accompagner la réforme de façon globale. Mais n'étant pas animé par des professionnels en planification, en gestion de projet, donc ils sont tout simplement collés à leur qualité de financier. Et ça déteint pas la suite sur la réforme. Parce que le ministère du Développement, qui avait des planificateurs professionnels à eux, qui eux savent quand même ce qu'on appelle véritablement projet, programme, eux ils sont restés dans leur coin là-bas. Les gens, n'est-ce pas, les financiers sont restés au ministère des Finances et accrochés à la réforme du point de vue financier seulement. Donc, à un moment donné,
les ministères sectoriels avaient 2 répondants. Il y avait le ministère du Développement qui les accule pour un certain nombre de préoccupations, le ministère des Finances qui les accule pour d'autres préoccupations. Tout ça appliqué au même budget, ça a abouti à des résultats pas trop clairs. Maintenant, il y a aussi les réformes qui devaient accompagner ces réformes, ces initiatives. Quand on prend le contrôle financier, le contrôle a priori était trop lourd. C'était trop lourd et complexe pour les gestionnaires, n'est-ce pas, de crédit. Le contrôle, a priori, ce que faisaient les délégués de contrôleurs financiers au niveau des ministères sectoriels, devrait être allégé. Ça, là, n'a pas été fait. Et donc, la rapidité qu'on attend en initiant, n'est-ce pas, et la gestion axée sur les résultats au sein des ministères, cette rapidité, on n'aura plus. Au niveau des passations des marchés publics aussi, on devrait aussi faire des réformes pour accompagner les processus, mais les réformes n'ont pas été faites, les procédures de bons de commande ont toujours été maintenues, la demande de cotation qui devait être accompagnée de ça là n'ont pas été mises en œuvre, et donc vous voyez, la réforme à un moment donné a commencé à patiner. Oui, mais parce que les préalables n'ont pas été respectés. Les préalables n'ont pas été respectés. Mais il y a de bonnes perspectives, nous en reviendrons dessus. Oui, Stéphane Toha, il y a de la volonté de réformer, il y a de belles initiatives, mais quand même de sensibles goulots d'étranglement. Vraiment. Et véritablement, ce n'est pas seulement l'apanage de notre pays, mais puisque c'est de chez nous on connaît, et il faudrait véritablement dire la réorganisation, bien les goulots d'étranglement, bien de ralentissement, viennent surtout de la composition des ministères. Vous voyez, et des fois, les gens se regroupent certains ministères, d'accord, donc renvoient les cadres vers d'autres ministères. Et après, bon, d'autres gouvernements ou bien le même gouvernement peut faire un truc là, un remaniement et casser encore les départements ministériels. Du coup, les corps de contrôle qui devaient rester sous la responsabilité de tel ministère se retrouve ailleurs. Donc, chacun reste dans son ministère et observe. Et quand c'est comme ça, les réformes piétinent toujours. Vous allez voir qu'entre-temps, on voit ministère du budget, ministère du plan ou de développement, et puis ministère des finances. Alors que c'est le ministère du budget, le ministère du budget va faire l'élaboration du budget et puis rester derrière. Alors que les cadres, les planificateurs sont dans ce ministère-là. Confie l'élaboration bien, l'opportunité de la conduite budgétaire là, au ministère des Finances, qui se charge seulement de faire la mobilisation, de mettre les moyens à disposition. Mais le contrôle et autres là, bon, ça ne le regarde pas. Par conséquent, il faudrait, pour lever le goulot d'étranglement tel que bien expliqué par M. Bouton, il faudrait savoir quel ministère doit, du début, par rapport à l'élaboration du budget général là, du début jusqu'à la fin là, quel ministère doit assurer les choses. Puisque cette responsabilité, voilà, doit jouer, non pas quel rôle, au niveau du budget là, ça doit être ce ministère là. La partition des charges, la partition des objectifs dans la conduite budgétaire fait que chacun se dit ce n'est pas mon domaine. Donc j'attends que le service chargé de faire cette planification, le service chargé de faire ce contrôle-là, prend son contrôle bien, son rôle à bras le corps. Et ça fait que avant que le ministère ou bien avant que le ministre n'ordonne l'exécution ou bien n'ordonne l'argent à exécuter ses prérogatives, le temps passe. Et chez nous, plus le temps passe, plus les objectifs ne sont pas atteints, plus les programmes manquent de ressources et de moyens. Donc, c'est la réorganisation. Et de plus en plus, il faut dire que les gens ne contrôlaient pas avant, hein, les gens ne suivaient rien avant. Maintenant, il me semble que depuis quelque temps, depuis véritablement
3 ans, il me semble que les contrôles sont de plus en plus... L'accent est mis véritablement sur les contrôles et des sanctions tombent aussi pour donner la pédagogie de ce que chaque agent, chaque administratif doit être responsable et doit répondre véritablement du travail qu'il fait pour faire avancer la République. Parce que leur travail aussi contribue au développement et à la croissance. Très bien. François Couton, revenons, revenons aux prévisions budgétaires 2019, puisque c'est cela le principal menu. Le principal menu. Oui, merci, Monsieur Loris. Je crois que nous avons un budget prévisionnel 2019 de 1877 milliards 543 millions contre 1862 milliards pour 2018. Vous voyez à peu près, c'est une prévision budgétaire qui ne connaît pas tellement d'évolution, mais je trouve que c'est une prévision très réaliste compte tenu de l'environnement économique national et international qui également n'a pas beaucoup évolué. Mais ce qui est intéressant dans cette prévision-là, c'est que nous voyons dans le document présenté par le ministre de l'économie et des finances une prévision de croissance économique de 7,6% en 2019. C'est intéressant parce que moins de ressources, plus de croissance économique, je crois que l'analyse, ça va vite. Voilà, contre une croissance économique obtenue au 31 décembre 2017 de 5,8%. Ça veut dire que malgré la stagnation ou la non-augmentation excessive de la prévision budgétaire, que je réaffirme paraît très réaliste, on assistera à une croissance économique, c'est-à-dire un meilleur développement. Ça veut dire que l'argent sera mieux utilisé pour financer le développement. Comment est-ce possible, s'il n'y a pas une augmentation sensible, comment est-ce possible de prétendre à une croissance économique? Oui, c'est bien possible si les ressources ne sont pas distraites ou détournées à autre chose. Si ça va véritablement vers le financement du développement, c'est normal que nous en arrivions à cet état-là. Mais il va falloir aussi être prudent et attendre, n'est-ce pas, l'évaluation pour pouvoir conclure à cette efficience, parce que c'est une efficience. Lorsque vous arrivez à plus de résultats que l'utilisation, n'est-ce pas, de ressources, je crois que c'est une efficience. Et en matière de finances publiques, c'est à saluer. Voilà. Je rappelle aux fidèles amis téléspectateurs qu'ils peuvent toujours intervenir, poser des questions sur notre page Facebook aux deux invités, François Couton et Stéphane Torra. Stéphane Torra, vous avez suivi la lecture de la prévision budgétaire 2019 de votre vis-à-vis. Oui, c'était ce qui est. Ce n'est pas qu'il a inventé, il n'a fait que rappeler ce qui est. Oui, mais au-delà des chiffres. Maintenant, avant d'aller à la lecture, il faudrait qu'on rappelle aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi que quand on parle de budget, de ne pas penser que c'est quelque chose qui est inventé ou qui n'est pas à leur portée. C'est simplement je reviens à l'étape micro pour pouvoir remonter, pour dire que bon, lorsque chacun fait un projet un projet donné, il doit pouvoir se dire pour pouvoir réaliser ce projet là, j'ai besoin de tel montant par exemple, j'ai besoin de telle ou telle chose. L'évaluation de ce dont il a besoin pour pouvoir atteindre son objectif, cette évaluation-là, c'est ça qu'on appelle budget. Donc, c'est la prévision, au fait, des dépenses et des recettes sur une période déterminée. Et par rapport à l'État, c'est l'année et on parle de prévision budgétaire. C'est un petit rappel pour revenir à la prévision de 2019 qui s'établit autour de 1000, disons, environ, disons, 1877 milliards, voilà. 543 millions. Absolument. Et contre 1862 milliards 918. Oui, l'État, en élaborant
ou bien en prévoyant ce budget-là, prévoit atteindre un seuil de croissance donné, 7,6%, contre ce qui est attendu cette année 2018, 6,8%. Mais ceci dans un cadre général, puisqu'il ne faudrait pas oublier que avant 2019, nos ministres des Finances se sont rencontrés dans plusieurs forats pour pouvoir redéfinir comment atteindre la croissance, comment alléger la peine, la souffrance à leur population. Et il a été arrêté un certain nombre de pratiques, disons, pour pouvoir atteindre des objectifs en 2020, les objectifs 2020 en 2020. Donc, c'est dans ce cadre-là que ce budget est élaboré. Et remercions le ministre des Finances. Si nous-mêmes nous ne le remercions pas, les gens vont passer sur nos têtes pour le remercier, qui a su mettre le maestria qu'il faut pour nous donner, une lecture aussi simple et aussi facile de ce budget-là. Et il faudra reconnaître aussi que ce n'est pas seulement quand on dit budget, ce n'est pas là. C'est un appel aussi à tout citoyen pour dire c'est le travail commun, c'est la mobilisation commune qui va conduire à atteindre cet objectif-là. N'oublions pas que les 1862 milliards 918 000 sont pratiquement mobilisés. Pour 2018, là, étaient pratiquement mobilisés, puisque la mobilisation était autour de 99. Je ne vous savais pas dans le secret des dieux. C'était le point fait juste hier, non? En tout cas. Juste hier, puisque la prévision, c'était autour de 1859,909 milliards. Donc, c'est mobilisé. Le budget 2018 a été mobilisé à pratiquement 99,8%. Donc, comme l'a dit M. Couton, ce budget 2019 est fort réaliste, puisque l'écart n'est que d'une trentaine de milliards par rapport à 2019. Très bien, vous le dites bien. François Couton, ce débat s'en va finir, mais avant, vous savez, il est inutile de rappeler ici les principaux rôles de la représentation nationale qui ne sont pas seulement constitués du vote des lois, mais du contrôle de l'action gouvernementale. Ils seront, la représentation nationale sera appelée aussi tout à l'heure, d'ici à là, à donner corps, je dirais, à donner corps à ce budget qui fait objet de votre lecture différente ici sur ce plateau. Alors, s'il vous était demandé avant cette échéance, avant ce vote, de formuler des doléances, des recommandations, ou s'il faille oser parler de conseil à la représentation nationale, qu'allez-vous dire? Bon, merci. Je préfère porter à leur connaissance certaines réformes, certains changements qui sont prévus dans cette nouvelle loi de finances, et quitte à eux, n'est-ce pas, de prendre la décision qu'il conviendrait. Mais je crois que le budget est assez réaliste pour être voté. Oui, certains changements en bref. Vous le dites, mais loin de l'hémicycle. Oui, je le dis loin de l'hémicycle. C'est pour ça que je souhaite, avec votre permission, peut-être les informer de certaines réformes qu'eux aussi connaissent déjà. Oui, pour qu'on puisse faire cela. Et vous savez, il semble que le nouveau gouvernement a pris la mesure des choses et a initié quand même certains changements qui allant dans le sens de l'application de la loi organique portant loi de finances de 2013. C'est important de revenir sur un certain nombre d'aspects. Vous savez, normalement, les pratiques en matière de passation de marché doivent subir une révolution importante. D'abord, les personnes responsables des marchés publics, c'était les secrétaires généraux des ministères qui assumaient ces fonctions-là jusque-là. Je crois qu'ils n'ont jamais eu le temps, au fond, d'appliquer cette mission qui leur est dévolue, et donc ça ne marchait pas. Et donc,
le gouvernement a décidé de créer de nouvelles personnes responsables des marchés publics qui sont des organisations qui ne sont pas totalement attelées au secrétaire général des ministères. C'est une avancée capitale par rapport au passé. Par la suite, il y aura un délégué de la Direction générale du contrôle des marchés publics auprès des ministères sectoriels. C'est une avancée capitale parce que pour passer un marché par le passé, il faut faire des circuits énormes, des va-et-vient impossibles entre les ministères sectoriels et le ministère des Finances. Ça ralentit beaucoup, n'est-ce pas, les choses. Ensuite, il y aura désormais un changement, n'est-ce pas, dans les fonctions de coordonnateur de projet et de gestionnaire de crédit. On aura en principe des gestionnaires de programmes, des responsables de programmes qui seront eux-mêmes l'ordonnateur de leur budget. Donc, les DRFM ne seront plus ordonnateurs des budgets des programmes. Et donc, ce sera ces responsables de programmes qui seront les ordonnateurs de leur budget. C'est une avancée capitale. C'est une avancée, mais a-t-on bien évalué aussi des détails ce sont les impératifs de la gestion assise sur les résultats, si nous voulons aller là. C'est-à-dire que on réduit essentiellement les goulots d'étranglement et les contrôles a priori, ce qui permet aux gestionnaires d'avoir la main libre pour aller vite et de faire très rapidement. Mais ce qu'on fait pour pouvoir le contourner tout de suite, c'est qu'on n'attend pas pour le contrôler. C'est-à-dire, on n'attend pas pour le contrôler. Si jamais l'exécution n'est pas en train d'aller vers les prévisions, les corps de contrôle sont alertés. Parce que l'autocontrôle, la peur du gendarme, est le début de la sagesse, dit-on. Oui. Donc la gestion de l'assise sur les résultats vous permet d'instituer la peur du gendarme, ce qui fait que le gestionnaire de crédit n'a pas besoin d'utiliser les couloirs pour distraire peut-être les ressources, mais il s'autocontrôle lui-même, mais tout à l'heure, lui-même sera contrôlé à la fin de sa gestion. Mais est-ce que, avant de vous laisser poursuivre, M. François Gouton, est-ce que vous ne diminuez pas, enfin, pas vous, est-ce que l'État, à travers ces décisions, ne diminue pas davantage des prérogatives des DRF et des RFM? Oui, l'État en diminue. Mais c'est pour... Est-ce que cela ne va pas générer plus tard des conflits entre gestionnaires de crédit, responsables de programmes, coordonnateurs et les DRFM? En principe, non. En principe, non. Il y a des procédures... En principe, vous avez dit? Oui, en principe, non. Parce que dans la chaîne d'exécution, n'est-ce pas, des dépenses, chacun a son rôle. Et les rôles sont mentionnés dans des documents bien précis, soit les arrêtés ou bien la lettre de notification du budget que le ministre des Finances envoie au ministère sectoriel chaque année. Donc, il n'y aura pas normalement de conflit d'attribution. Enfin, il ne devrait pas. Il ne devrait pas y en avoir. Oui. Et je pense qu'il y en a. Connaissant les coulisses de l'administration béninoise. Non, je pense qu'il y en aurait pas. Il va bien y en avoir. Et il faut comprendre aussi que même dans l'administration publique, les choses sont en train énormément de changer. Je voudrais évoluer un peu dans certains changements qui sont prévus également. Et la pratique, n'est-ce pas, de bons de commande qui consistait pour chaque gestionnaire de crédit à appeler peut-être 3 fonctionnaires, 3 fournisseurs pour obtenir des factures pro forma et engager des commandes. Cette pratique... Et Dieu seul sait ce que cela génère. Voilà ce que cela génère. Je crois que de genre de pratiques ne pourront plus y avoir lieu. Ce sont les PRMP qui vont centraliser et exécuter les personnes responsables des marchés publics, nouvelle formule, qui exécuteront toutes les procédures de centralisation, normalement, n'est-ce pas, des commandes, suivant un certain seuil, et de passation, n'est-ce pas, de marché, et l'exécution relèvera, n'est-ce pas, des gestionnaires, n'est-ce pas, de crédit. C'est une avancée capitale aussi, de ce point de vue-là, parce que lorsque les marchés seront passés très vite, les gens pourront aussi vite les mettre en exécution et se faire payer. Il faut ajouter sous cet angle-là que les seuils de passation de marché aussi dans le budget qui est prévu sont revus à la hausse. Par exemple, les travaux passent, n'est-ce pas, de 60 millions à 100 millions. Les fournitures passent, n'est-ce pas, de 40 millions à 70 millions. Les prestations intellectuelles exécutées par les cabinets passent de 30 millions à 50 millions. Et les prestations intellectuelles individuelles, oui, passent, n'est-ce pas, de... Montant identique appliqué à tous les ministères. Montant identique appliqué, parce que la loi est la même pour tous,
Mais ce qui est prévu par le gouvernement et qui est intéressant, c'est qui est prévu des ministères pilotes. Je crois que les ministères pilotes sont au nombre de 7. Il y a le ministère des Finances, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Infrastructures et des Travaux, le ministère de l'Énergie et les 3 ordres d'enseignement sont les ministères pilotes prévus pour mettre en application, n'est-ce pas, les pratiques de la LOF. La généralisation à tous les autres ministères sont prévues à partir, n'est-ce pas, de 2020. Cette approche aussi est aussi intéressante parce que lorsqu'on généralise tout de suite à tous les ministères, les gens risquent, n'est-ce pas, de s'embrouiller. Mais donc, y a-t-il un cadre de suivi? Y a-t-il des dispositifs pour qu'on n'en vienne pas à ce qu'on a assisté pour l'applicabilité des budgets programmes, par exemple, qui... C'est là que j'en viens pour le nœud. Je crois qu'il est important de revoir la fonction des cellules de suivi et d'évaluation des budgets au sein des ministères pour voir si ces cellules sont toujours en mesure de jouer leur rôle dans le cadre, n'est-ce pas, de la LOF, vu que le gouvernement a créé des unités présidentielles de suivi. Ces unités présidentielles jouent un rôle également de suivi de programmes d'action de gouvernement, c'est le même budget. Le ministère du Plan, à travers la Direction générale de suivi des projets et des programmes, joue également un rôle, n'est-ce pas, de suivi. Le ministère de l'Économie et des Finances, à travers l'équipe technique d'appui à la réforme budgétaire ou le groupe budgétaire, joue également un rôle, n'est-ce pas, de suivi. Cette confusion en matière de suivi de l'investissement public ne me semble pas être porteur de changement. Et donc, il faut revoir la réforme dans ce sens-là pour réorganiser le cadre organisationnel de suivi et d'évaluation des budgets programmes ou bien des ministères pilotes qui vont être utilisés pour cette nouvelle expérience. Stéphane Toura. Oui. Oui. Je suis resté... Je suis resté religieux à écouter monsieur. À écouter monsieur Couton. Mais qu'est-ce qu'il faut dire au gouvernement? Monsieur Couton s'est chargé de leur Pas seulement au gouvernement, mais à la représentation nationale d'abord. C'est chargé de rappeler au gouvernement ce qu'il doit faire. Maintenant, à la représentation nationale, moi je souhaiterais beaucoup plus non seulement après avoir écouté chaque institution, chaque ministère par rapport au budget, à leur budget respectif, qui ne suffit pas seulement de voter pour autoriser l'exécution du budget, mais aussi de s'organiser pour voir comment est-ce que leur autorisation est mise en pratique. Parce que sans leur autorisation, il ne peut pas y avoir exécution du budget, même si on peut contourner pour aller par ordonnance. L'autre fait, c'est de rappeler au gouvernement, moi je ne resterai pas dans les boulots d'étranglement, les réformes qui sont en train d'être menées pour conduire à fond le budget de l'État. Moi je souhaiterais beaucoup plus que, oui, nous entendons 1800, 2010 milliards, nous n'entendons que des milliards et des milliards. Et dans l'exécution effective de ces budgets-là, quel est l'impact que ça a sur notre population? Parce que la population, ne discontinue pas. Voilà. Et il faudrait véritablement, même si en lisant le budget, on sait que c'est beaucoup plus accentué vers les objectifs sociaux de la République, que ça ne reste pas dans la macroéconomie, plutôt qu'on s'intéresse à l'individu sur sa terre. Et quand je parle de l'individu sur sa terre, qu'est-ce qui est fait pour que le panier de la ménagère puisse avoir quelque chose, même si ça peine, même si ça peine à garder, que ça garde quelque chose à travers le budget aussi objectif qu'ils ont élaboré. Et c'est ça qui intéressera le petit monde à se dire, oui, les gens ont prévu prélever des recettes, ont prévu mobiliser des recettes à travers des tasses instituées, et que véritablement leur contribution, puisqu'on ne peut rien, on doit pouvoir
payer les taxes et de plus en plus aller à l'autonomie budgétaire, même si ce n'est pas si tôt, même si nous n'avons rien dans nos sous-sols et sols, nous allons tout faire pour aller à l'autonomie budgétaire et ne plus aller s'endetter. Mais ceci étant, que ce budget, non, on va y arriver, puisque les trucs là, les financements et trucs là deviennent de plus en plus rares. Et même le FMI, la Banque mondiale, reconnaissent cela et demandent aux États de plus mobiliser de fonds à l'interne, plus mobiliser, de plus exploiter leur potentiel. Merci fiscal. Stéphane Toha. Nous sentions véritablement qu'à partir de 2019 maintenant, oui, le peuple va sentir les 1,877 milliards. Il le dit de manière accessible à tous les esprits. Merci à vous Stéphane Toha. On va finir avec François Couton qui, à travers son argumentaire depuis le début, n'a pas fait transparaître le républicain et a semblé oublier aussi les opérateurs économiques dans toute sa lecture des prévisions budgétaires, des réformes et des initiatives, des innovations. François Couton, pour finir. Merci beaucoup. Vous savez, dans notre pays, le pays est bourré, n'est-ce pas, de PME. Chacun a son établissement, chacun a sa petite société. Résumé à des sacs à main. Résumé en de petites entreprises qui, en réalité, ne sont pas suffisamment performantes pour procréer la richesse. Donc, en tant que républicain, je le réaffirme, les entrepreneurs sont nos principaux interlocuteurs. Parce que pour qu'un pays se développe, il faut produire de la richesse. Il faut produire de la richesse. Et donc, je voudrais donner de petits conseils à ceux-là qui nous suivent. En 30 secondes. Oui, pour dire que ils n'ont qu'à s'impliquer dans le processus de préparation du budget de leur pays et chercher à s'informer sur ce qui est prévu dans le budget. Au début de l'année, le ministre de l'économie et des finances est tenu d'adresser au ministère sectoriel une lettre qu'on appelle lettre de notification des crédits. C'est cette lettre-là qui précise les réformes qui sont prévues, les changements qui sont prévus, les nouvelles procédures à appliquer et qui sont retenues dans la loi des finances. Donc, ils n'ont qu'à être aux aguets pour être les premiers à se renseigner sur ces réformes-là. Les changements importants qui vont intervenir en matière de passation de marché, est-ce que ces entreprises auront encore la capacité de faire face à ces nouveaux types de marchés? Ils n'ont qu'à s'impliquer et surtout, nous sommes disponibles également à les accompagner en termes de formation et de restructuration de leurs entreprises. C'est ce que nous pouvons leur faire en tant que républicains hommes politiques. Merci François Couton pour la disponibilité. Merci pour ces bons moments d'échange et d'apprentissage. C'était tout un coup, vous l'avez constaté. Merci à Stéphane Toha. C'était le décryptage.